Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes qui viennent d'arriver sur l'antenne et que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le récap épisode 7, c'est parti. On voulait vous parler de violences policières, mais apparemment... C'est vraiment hyper technique. Pourtant, vous allez voir, on va faire en sorte que ça le soit pas tant que ça. Technique. Hier, une vidéo glaçante a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un jeune homme en fauteuil roulant électrique être frappé au visage par un CRS en armure pendant qu'un autre lui retient le bras. Cette vidéo a légitimement déclenché une vague d'indignation. Certains seraient bien tentés de demander le contexte, sauf que ce coup-ci, ça va être difficile de nous expliquer que le policier a été victime de violence, parce que Raphaël, le jeune homme violenté, est paraplégique. Ça veut dire qu'il est paralysé de la partie inférieure de son corps. Et pourtant, on vient d'apprendre qu'un policier a tout de même porté plainte contre lui pour un coup de pied qu'il aurait donné lors de son audition. On s'est entretenu avec Yacine Chely, qui a filmé la scène. Je rentrais tout simplement des cours. Dans mon quartier, en fait, il s'est avéré qu'il y avait une descente de police, de CRS, environ plus ou moins 25, j'aurais dit comme ça à vue d'œil, CRS qui viennent descendre. La nature d'intervention, elle est inconnue. Je sais pas pourquoi ils étaient là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que j'ai vu. Donc, Raphaël, la personne, la victime de toute cette violence-là, en fait, elle s'est dirigée vers eux. Donc Raphaël est un habitant du quartier, il est connu, tout le monde le connaît. Voilà, il est handicapé depuis suite à un accident. Mais du coup, Raphaël s'est dirigé vers les CRS et il a insulté les CRS. Et suite à ça, les CRS donc sont partis voir Raphaël et en fait ils ont, on va dire, un CRS en question a mal réagi. Il y a eu une altercation entre les deux et suite à cette altercation, il y a eu des violences qu'on n'a pas vues au début. Parce que la vidéo, en fait, elle dure que 2 secondes parce qu'on avait peur tout simplement de filmer. Et ce qui s'est passé, parce que face à 25 CRS, c'est sûr qu'on a peur de filmer. Et en fait, avant même la vidéo, en fait, le CRS, il a tenu par le cou Raphaël, donc limite étranglé. Et c'est ça qui nous a donc au début choqué. Et c'est à ce moment-là qu'on dit il faut prendre le téléphone parce que on doit montrer ça en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone et on voit des collègues au CRS qui viennent quand même essayer d'apaiser la situation parce qu'ils comprennent que ça dégénère face à une personne handicapée. Ils ont vu que ça dégénérait, ils viennent apaiser la situation et malgré ça, le CRS met un coup de poing quand même à la personne handicapée. Cette affaire n'a pas manqué de faire scandale et les politiques ont décidé de s'en emparer. Olivier Bianchi, le maire PS de Clermont-Ferrand, a réagi et a demandé à ce que la justice se saisisse de l'affaire. La députée LFI, Marianne Maximi, a quant à elle décidé de faire un signalement au parquet ainsi qu'à la police des polices, l'IGPN. Elle demande également la suspension du policier. Tout à l'heure, ma collègue Lisa Lapp s'est rendue à la conférence de presse du Conseil des ministres et elle a voulu interroger Sophie Primas à ce sujet. Sa réponse nous a un peu scotché. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux où l'on voit des policiers et des hommes de la CRS 83 en opération en maintenant une personne handicapée en fauteuil roulant dans le Puy-de-Dôme. Sur cette vidéo, l'on voit un CRS asséner un coup de poing au visage de la personne. La vidéo a été signalée à l'IGPN et au procureur de la République. La CRS 83, qui est une nouvelle unité mise en place en 2023 par Gérald Darmanin, qui frappe au poing le visage d'une personne en fauteuil roulant déjà immobilisée. Est-ce que ça rentre dans les conditions de travail de plus en plus violentes que vous évoquiez juste tout à l'heure? Est-ce que c'est une méthode de maintien de l'ordre que vous cautionnez ou pas au gouvernement? Je vous ferai, madame, la même réponse et si vous me posez 50 fois la même question non, sur la même réponse, sur la sujet. doctrine de maintien de l'ordre, je vous ferai la même réponse. Je ne connais pas les circonstances de cette vidéo, je ne connais pas ce tweet et je vous invite vraiment à aller voir au ministère de l'Intérieur. Voilà, non, mais quand je vous pose cette question-là, c'est vraiment pour voir si vous en aviez discuté par hasard ou pas en tant que porte-parole du gouvernement. Pas du tout, et parce madame. que vous disiez que les conditions d'exercice des policiers étaient de plus en plus violentes, donc c'est pour ça. Voilà. Ah oui, c'est trop technique le maintien de l'ordre. On ne sait pas trop si c'est légitime ou pas de violenter une personne lourdement handicapée, visiblement déjà interceptée puisqu'entourée de policiers. Faut étudier la question, on ne peut pas se hasarder à faire des déclarations trop hâtives. Sophie Primas, elle a été beaucoup moins frileuse quelques minutes plus tôt pour s'exprimer sur les forces de l'ordre. L'ensemble de la police fait son travail dans des conditions de violence qui sont de plus en plus importantes. Ça n'échappe à personne
quel que soit l'endroit d'ailleurs dans notre pays. Nous avons des conditions d'exercice du métier de policier qui se font dans des conditions de violence de plus en plus importantes. On a toujours l'impression que c'est un disque rayé, hein. Quoi qu'il arrive, c'est soutien à la police, un soutien bien souvent inconditionnel et aveugle qui ne nécessite jamais qu'on prenne de pincettes ou qu'on se renseigne sur les faits. On nous invite même constamment à compatir quant aux conditions d'exercice des forces de l'ordre qui connaîtraient des conditions de violence toujours plus terribles dans leur mission. On parle en revanche plus rarement de la violence de la police elle-même. Elle est même niée et les forces de l'ordre sont toujours plus équipées et formées à un rapport de force violent avec la population. On écoute le commandant de la CRS 8, cette unité ultra-violente créée par Darmanin. C'est cette même unité qui est justement impliquée dans l'agression de Raphaël à Clermont-Ferrand hier. Parce qu'on est sur une unité de contact, on est capable d'aller au contact s'il y a besoin. Ce rapport violent avec la population, particulièrement dans les quartiers populaires et à l'encontre des personnes racisées, le député Ali Diouara en a fait l'expérience récemment. Le 26 février dernier, le parlementaire LFI de Seine-Saint-Denis a été témoin d'un contrôle aux faciès, selon ses mots, de 2 jeunes dans une cité à Bobigny. Constatant une fouille intégrale qu'il juge trop approfondie et voulant faire usage de son droit d'observation, le député s'approche alors et se retrouve menacé d'un pistolet à impulsion électrique par les policiers. Vous connaissez la chanson, le disque rayé, tout ça. Le préfet Nunez s'est empressé de répondre au témoignage du député, publié sur Twitter, avec l'habituel soutien aveugle aux policiers, qui n'ont fait qu'accomplir leur mission dans le cadre des lois de la République. À ce stade, on se demande pourquoi l'IGPN existe. À quoi peut bien servir cette police des polices, puisque cette dernière est systématiquement exemplaire. On l'a vu dans l'affaire Naël, même quand la justice estime que la police a commis une faute, les syndicats de police réclament l'immunité des leurs. Et malgré un avis de justice, le préfet vient les consoler. C'est tout un système qui est malade et profondément défaillant. Et je sais bien que quand un policier vient travailler le matin, il ne se dit pas qu'il va tuer quelqu'un. Et donc le message que je voulais vous faire passer, et à travers vous, à l'ensemble des agents de police du département, c'est un message de soutien. Et je voulais vous dire qu'on vous aime, que le chef vous aime, qu'on sait le travail que vous faites. Et qu'on est toujours là, à la fois quand vous êtes dans des situations de risque, qu'il vous arrive des pépins en intervention. J'essaye, le directeur le sait systématiquement, de vous passer un petit coup de téléphone quand il y a du grabuge. Je veux dire qu'on ne vous lâche pas. Hier, lors des questions au gouvernement, dans l'hémicycle, le député Ali Diouara a fait état de son affaire. Monsieur Ali Diouara pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Savez-vous qui a dit « Quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, on est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable ». Ces mots, ce sont ceux du président de la République qui vous a nommé à ce poste. En 2017, le défenseur des droits, un homme issu de votre famille politique, menait une large enquête sur les relations entre la police et la population. Son constat était implacable. En France, un noir ou un arabe a 20 fois plus de risques de se faire contrôler que les autres. Il a déploré le manque de réaction du gouvernement et notamment du ministre de l'Intérieur, pourtant habituellement très prompte à une communication rapide. La réponse de François-Noël Buffet, ministre délégué auprès de Retailleau, est bourrée de condescendance. Il commence par gagner du temps en disant qu'il n'a pas entendu la question du député. C'est sûrement parce que son micro a été coupé sans sommation par la présidente Braun-Pivet. Et on écoute la suite. Je crois, cher monsieur, référence à des faits qui se sont tenus au mois de février dernier. Lors du contrôle de 2 jeunes, un homme s'est approché d'eux et leur a demandé des explications sur ce contrôle. Il a mis la main dans sa poche et a sorti une carte de député de la France Insoumise. Petite précision, une carte de député de la France Insoumise, ça n'existe pas. Une carte de député, c'est une carte de député, point barre. Il continue son petit récit et conclut en tournant le dos au député LFI, excédé par ces mots. Plus généralement, puisqu'on n'écoute pas là, je vais écouter par ici. Plus généralement, il apparaît clair que nos forces de police, en toutes circonstances, procèdent aux contrôles qui sont nécessaires, que pour ce faire, il y a 2 éléments majeurs. Tout d'abord, le fait, je rappelle qu'il y a une plateforme contre les discriminations qui a été ouverte auprès du défenseur des droits et qu'il y a des dispositions liées aux caméras de contrôle portées par la police. S'il y a une difficulté, les plaintes sont posées, les poursuites sont faites, mais je crois que je vais m'arrêter. Voilà, merci à vous.
Bon, vous l'avez vu, c'est un peu le bazar. Les députés de la France Insoumise se lèvent et quittent l'hémicycle. Le ministre se plante dans ses fiches, on ne sait plus trop ce qu'il raconte. Mais le message essentiel y est. La police est exemplaire, comme toujours. On a bien compris que quand ça concerne les forces de l'ordre, il ne faut pas trop poser de questions. C'est original dans une démocratie, mais vous savez, c'est un peu technique. Ma collègue Lisa Lapp a quand même retenté sa chance avec la porte-parole du gouvernement. Mais décidément, ça passe pas. Le maintien de l'ordre, les manifs, tout ça, c'est vraiment trop technique. Samedi 8 mars avait lieu la manifestation féministe contre l'extrême droite dans les rues de Paris. Durant cette marche, le collectif d'extrême droite identitaire Némésis, félicité autrefois d'ailleurs par M. Retailleau, a tenté de pénétrer dans la manifestation. Finalement, en plus d'hommes de leur groupe qui les protégeaient, les CRS ont établi un cordon pour pouvoir permettre au collectif de défiler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette politique de maintien de l'ordre, s'il vous plaît ? Eh bien, alors non. Parce que je ne suis pas comptable de la doctrine de maintien de l'ordre. Là aussi, je vous invite plutôt à aller voir au ministère de l'Intérieur. Pardon de cette réponse, mais je ne veux pas rentrer dans des détails aussi techniques qu'une doctrine de maintien de l'ordre. Vraiment, je vous engage à vous retourner vers le ministère de l'Intérieur. Dommage. On essaye avec les interdictions de manifester. C'est administratif, ça, pas tellement technique. Peut-être qu'on peut espérer des réponses. Vendredi 7 mars, la veille, la manifestation féministe de nuit qui se déroule chaque année a failli être interdite à la demande, donc encore une fois je parle de M. Retailleau, en raison, je cite, de la présence de collectifs pro-palestiniens. Comment ? Vous l'aimez bien ? J'aimerais bien le rencontrer. Pro-palestiniens, par nature, à troubler l'ordre public. Les manifestations d'extrême droite où on entend des chants racistes ou encore les marches contre l'avortement sont autorisées. Je voulais savoir où est-ce que vous situez votre limite ou vos critères pour demander l'interdiction d'une manifestation ou non. De la même façon, je vous renvoie vers le ministère de l'Intérieur. La doctrine, voilà, ce type de doctrine, c'est vraiment hyper technique et ça relève vraiment du ministère de l'Intérieur. Et je ne veux pas vous mettre sur des pistes qui ne seraient pas les bonnes. On est à deux doigts de penser que Bruno Retailleau est le seul pilote dans l'avion du maintien de l'ordre, en roue libre. Mais à côté de ça, à nous, on nous demande de faire confiance à la police, d'accepter que de frapper un paraplégique puisse être justifié, d'accepter qu'un député menacé par un taser, c'est normal, d'accepter que les syndicats de police dictent les règles du jeu à la place de la justice. Et tout ça sans poser de questions. Et pour nous, tout ça, c'est vraiment trop technique. Macron, sauveur de l'Europe, ça va peut-être tomber à l'eau. Dans la soirée du mardi 11 mars, après des heures de négociations en Arabie Saoudite, l'Ukraine a fini par accepter une proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours. La dite proposition sera soumise à la Russie dans les prochains jours. Volodymyr Zelensky s'est rapidement exprimé à la fin des négociations. Il a déclaré, je cite, « Un élément important de la discussion aujourd'hui est la volonté des États-Unis de reprendre l'aide à la défense de l'Ukraine, y compris l'aide au renseignement. L'Ukraine est prête pour la paix. La Russie doit montrer sa volonté de mettre fin à la guerre ou de la poursuivre. » Le président ukrainien a donc accepté le plan proposé par Donald Trump, un cessez-le-feu de 30 jours et un accord sur les minerais ukrainiens, en échange du retour de l'aide américaine. Reste à savoir si cette paix négociée par le milliardaire américain sera juste et durable. À noter l'absence des Européens et donc des Français autour de la table des négociations. Depuis Paris, Emmanuel Macron a déclaré qu'il fallait commencer à élaborer, je cite, un plan pour définir des garanties de sécurité crédibles, ce qui ressemble à un retournement de situation dans le dossier ukrainien, en attendant que la Russie accepte une proposition de cessez-le-feu, prend l'odeur d'un camouflet pour le président de la République. Daniel Obono, qui était l'invité de la contre-matinale ce mercredi 12 mars, nous a livré son sentiment à ce sujet. C'est un constat aussi d'échec flagrant pour les pays européens qui sont complètement hors du coup. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron, depuis plusieurs jours, se met en scène en faisant des grandes phrases, en annonçant un certain nombre de choses, mais en vérité, personne n'est dupe, en tout cas à l'échelle internationale, et on voit bien qui sont les véritables acteurs et ceux qui vont décider, ce ne sont pas les Européens. Et c'est grave parce que c'est un territoire sur le continent et puis surtout, il y a un enjeu, celui d'une discussion et d'une négociation sur les frontières. Nous proposions depuis le début que se mette en place une conférence de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité au niveau européen, pour que puisse être discuté justement un sujet dont on sait qu'il va susciter à nouveau des conflits. Oui, c'est déjà le cas, il y a des tensions. Et donc, en fait, c'est aussi un enjeu de sécurité et de stabilité pour l'Europe de pouvoir s'emparer de cette question. Et malheureusement, ce n'est pas parti pour, et je crois que ça fait partie des sujets
qui devrait être discuté plutôt que l'escalade militariste des uns et des autres, les fanfaronnades de va-t-en-guerre qui en vérité n'impressionnent personne parce que nous n'avons pas les moyens de cette politique et nous devrions faire de toute façon tout autre chose. Tout le monde est désormais suspendu aux lèvres de la Russie qui doit donner sa réponse dans les prochains jours. L'actualité en France et à l'international maintenant, préparée par Sarah Duyeux. On commence avec les Gilets jaunes. Vous vous souvenez peut-être de leur cahier de doléances. Eh bien, sachez que les députés demandent leur ouverture. Les cahiers de doléances des Gilets jaunes pourraient enfin être rendus publics. Les députés ont adopté à l'unanimité ce mardi la proposition de résolution initiée par l'écologiste Marie Pochon, qui vise à rendre ces écrits accessibles à tous. Les cahiers de doléances avaient été mis en place dans le cadre du grand débat national, la consultation citoyenne lancée par Emmanuel Macron début 2019 en réponse aux manifestations. 19 000 cahiers citoyens avaient été recueillis, mais ils reposent pour la plupart dans les archives départementales. Des milliers de cahiers noircis des colères, des espoirs, des histoires de vie, des préoccupations et des propositions de nos concitoyens, souvent les plus éloignés de ceux qui en décident pourtant. Des cahiers qui, malgré la promesse présidentielle, ne seront jamais rendus publics. Cette résolution appelle notamment le gouvernement à publier ses doléances sur une plateforme en ligne ouverte à tous, après avoir anonymisé les récits, souvent très personnels. On poursuit avec une info que la rédaction du Média a jugée important de traiter, la victoire des grévistes du site logistique de Géodis de Gennevilliers. Victoire des salariés de Géodis. Après 3 semaines de grève, les employés du site logistique de Gennevilliers, filiale de la SNCF, ont réussi à obtenir des hausses de salaire. L'accord signé hier matin avec la direction prévoit 100 € d'augmentation immédiate, 50 supplémentaires en août pour les salariés de la plateforme, mais aussi une revalorisation de la prime d'ancienneté, plus 5% pour tous les salariés et plus 10% pour ceux ayant plus de 18 ans d'ancienneté. Les grévistes se sont réjouis de cette victoire. On se sentait satisfait, content, parce qu'on a obtenu une victoire qu'on n'a jamais obtenue. On a gagné le combat et on est content aujourd'hui, on est fiers de nous et on va pouvoir monter et travailler correctement et dignement avec la tête haute. Cette victoire marque la fin de la grève, mais d'autres luttes attendent encore les salariés de Géodis. En tout cas, notre combat, c'est pas fini. J'aime bien, je batte avec la CGT sur les conditions de travail. Mes collègues, ils n'arrivent pas, qu'est-ce que je subis moi? J'étais opéré de dos à cause de travail. Je dors pas, j'arrive même pas à porter ma fille. C'est pour ça, on se bat et on lâche rien. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.